infiniment, et nous attendons encore, malheureusement, une fois de plus ce soir, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Il serait en chemin, selon les informations que nous avons eues avant d'entrer dans ce studio. Il s'appelle Charles Elisan. Il va certainement nous rejoindre dans le cours de ce débat. Et on va débuter avec quelques petits rappels historiques. Quelques-uns seulement, on le sait. Avant d'arriver à ce 6 novembre 1982, on est passé bien sûr par le 4 avec ce discours de démission du président Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun, qui a donc démissionné. Il avait 58 ans et passe le pouvoir au président Amadou Ahidjo. Et dans son discours de démission, le président Ahidjo parle d'un Cameroun qui laisse un pays prospère, un pays uni, un pays justement qui vit dans la paix, et bien d'autres. Ce sont dans quelques extraits, les bribes de son discours le 4 novembre 1982 lors de sa démission. Luison Essomba, vous avez peut-être vécu cette période-là, comment avez-vous accueilli le discours du président Amadou Ahidjo en ce moment-là, le 4 novembre 1982? Je dois vous avouer que le 4 novembre 1982, je dois avoir entre 5 ou 6 ans. Ah, un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Ouais. Entre 5 ou 6 ans. C'est d'abord l'attitude du père à la maison, parce que je me rends compte qu'il est en train de suivre quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que tout s'était calmé, il a imposé à la maison le silence, et c'est de là qu'il nous apprend que le président Amadou Ahidjo venait de démissionner de ses fonctions. Donc voilà comment, à cet âge-là, j'apprends de manière curieuse et étonnante la démission du président Ahidjo. Alors, qui de mieux sur ce plateau pour nous rappeler le contexte dans lequel cela s'est passé? C'est bien sûr avec le doyen Aneni Rabié Bindi. Vous pouvez nous rappeler le contexte justement dans lequel le président Ahidjo passe le pouvoir à son successeur constitutionnel, le président Biya, au pouvoir aujourd'hui? Les gens n'ont jamais voulu, merci Michael. Je crois que nous sommes, vous et moi, journalistes. Notre rôle, c'est d'informer, éduquer et divertir. Et comme nous avons la chance, de temps en temps, d'avoir des informations que les autres n'ont pas, il vaut mieux le leur donner, au lieu de laisser la place qu'on forme une jeunesse abrutie avec ce que les gens leur racontent. Cette affaire est très importante parce que je l'ai suivie, j'étais à Jeune Afrique, vous en doutez, et elle a été très importante, c'est-à-dire cette partie est très importante. Il faut avouer qu'on ne l'a jamais voulu dire. Ahidjo était malade et que ces médecins suisses, parce qu'on parle des médecins français, Ahidjo n'avait pas de médecins français, il avait des médecins suisses. Et tout cela était au-dessus de ça, il y avait son médecin personnel qui était là, qui était son neveu. Alors, quand on lui dit qu'il est malade et qu'il doit se faire opérer, mais on lui précise qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de l'état dans lequel il sortira. Et c'est comme ça qu'Ahidjo va décider de démissionner pour aller se faire soigner. Parce que, comme on lui a dit, on ne sait pas dans quel état, il dit il démissionne. Mais il faut rappeler, le matin, dans la journée, il y a eu une grande journée, le 4. Ahidjo rassemble le bureau politique de l'UNC. Il demande à nommer le président Paul Biya, qui à l'époque n'était qu'un militant de l'UNC. Il demande à le nommer vice-président de l'UNC. Tout le monde accepte. La deuxième chose qu'il fait, il va appeler maintenant le bureau politique et tout, il leur dit qu'il est malade et qu'il doit démissionner, il doit partir, il demande à tout le monde. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que personne d'eux n'accepte qu'il parte. Et on va déléguer 6 personnes, parmi lesquelles Paul Biya, Bouilé Guillaume, Moussa Yaya, et puis un autre. Ils sont 6. Le comité central, Sadou Daouda, le comité central les désigne pour aller demander au président de ne pas partir. Et en tête de cette délégation, il faut avouer, c'est monsieur le vice-président du parti, Paul Biya, qui l'a conduit. On va lui demander, non, on lui dit, mais vous pouvez rester, vous faire soigner, nous on est là. Il dit non, vous voulez que je meure? Il a prononcé cette phrase. Il dit, vous voulez que je meure en faisant en plein discours? Est-ce que ce sera honorable pour le Cameroun? Et c'est comme ça qu'à 20h, il va annoncer
sa démission. Et comment est-ce qu'elle est accueillie, la liesse dans le pays? Comment est-ce qu'on accueille la démission du président vous ce soir, savez, le 4 novembre? Vous savez, si un jour, je ne suis pas devin, Paul Biya a décidé qu'aujourd'hui je démissionne, vous allez voir que tout ce pays, y compris vous et moi et nous tous, qui le traitons de tout et tout, le monde va sembler s'arrêter. Donc c'est ce qui s'est passé. Parce que Ahidjo a tellement dirigé le Cameroun d'un bras de fer que personne ne croyait. D'autres ont même cru, ceux du comité central. Ils ont cru qu'il faisait ça pour savoir ceux qui veulent qu'il parte. C'est pour ça qu'ils ont fait la fameuse délégation. Et pendant très longtemps, dans nos villages, on appelait Biya le petit Ahidjo. C'est-à-dire que les gens nous disaient, nos grands-parents au village qui n'avaient connu qu'Ahidjo vous disaient, il paraît que Ahidjo est parti, mais il a laissé le petit Ahidjo. Donc, c'est-à-dire l'atmosphère, ce jour-là, était telle que personne ne savait où on allait, jusqu'à ce qu'il passe le pouvoir à Paul Biya. Alors, je vous rappelle, pour nos téléspectateurs, quelques extraits de ce discours historique du 4 novembre 1982. Un extrait: notre pays dispose d'atouts importants, l'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie exemplaire ou alors en expansion continue, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse et une jeunesse dynamique, des solides et fructueuses relations d'amitié et coopération en Afrique et dans le monde. Et plus loin, je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie le Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. C'était dans c'est l'extrait que nous avons choisi de partager avec vous ce soir. Il demande bien sûr à tous les Camerounais d'accompagner le président actuel, le président Biya. Luison et Somba, la description effectivement que je viens de faire sur le pays qui dispose d'importants atouts, l'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion et bien d'autres. À travers l'histoire, la lecture des documents passés et même des confessions, des témoignages de ceux qui ont vécu cette période-là, est-ce que ces propos, ce qui était évoqué dans ce discours du président Ahidjo à cette époque, était vérifiable, était palpable? Oui, justement, tout à l'heure, le grand frère Ananiel Rabiblidi venait de faire une séquence de cette histoire, mais je pense qu'il faut peut-être l'approfondir sur le plan institutionnel et même sur le plan légal. Parce que vous savez que au niveau d'abord du couple familial, c'est-à-dire Germaine Ahidjo avait estimé que, dans l'échange entre couples, alors Ahidjo lui a dit à son épouse, voilà, je vais laisser les rênes à Paul Biya. Et il faut le dire aux Camerounais, son épouse s'était radicalement opposée. Parce qu'elle avait estimé que le président Paul Biya n'avait pas l'étoffe suffisante pour pouvoir assumer le rôle en tant que fonction présidentielle. Mais son mari a dû prendre son contre-pied parce que qu'est-ce qu'il a fait? Paul Biya étant Premier ministre, étant d'abord secrétaire général à la présidence de la République, parce que de là, à la suite de la révision constitutionnelle du 9 mai 1975, il fait de Paul Biya son Premier ministre. Tout à fait. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que à partir de juin, avant juin le 29 juin 1979, avant cette période, il y avait déjà des velléités sécessionnistes du côté de Bamenda. Et le président a fait conduire les négociations par le président, par Paul Biya, qui était déjà Premier ministre à cette époque. Et tellement ça a réussi qu'il fallait procéder donc à la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979, qui en son article 7 disposa qu'en cas de départ, de démission volontaire du président de la République, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim. Et vous savez que le président venait d'être élu en 1980, et il fallait donc qu'il avait déjà fait pratiquement 2 ans sur les 5 ans, alors il restait 3 ans. Cela veut dire que dans l'esprit du constituant, le Premier ministre venait venir parachever le restant du mandat. Et effectivement, quand vous suivez les propos de Gaillard et de Jean-François Médard, ils vous disent que le président ne venait même pas pour faire 6 mois à la tête de l'institution présidentielle. Et voilà comment, depuis lors, on interprète donc cette disposition constitutionnelle et le président de la République, avec la démission d'Ahidjo le 4 novembre, il prête donc serment le 6 novembre 1982. Et
moi, vous avez lu un pan, mais il y a un autre pan qui me paraît important dans ce discours. Oui. C'est que le président Haïdjo dit, chers Camerounais, chères Camerounaises, faisons confiance à mon dauphin constitutionnel. Oui. Accordons-lui toute la confiance. Il le mérite. Et c'est à partir de là que, de ces mots, les Camerounais découvrent donc en réalité qui est le président Paul Biya. Parce que comme le grand l'a dit tout à l'heure, c'était un monsieur effacé. C'est cette prise de pouvoir qui permet donc aux Camerounais de voir surgir, émerger comme d'un chapeau magique, une personnalité qui était très discrète, qui est le président, qui est devenu le président Biya. Et maintenant, de 82 en 2006, je dois vous indiquer que voilà la période phare au cours de laquelle le président Paul Biya a posé des actes impressionnants. Première des choses, en 83, il fait un recrutement de près de 1500 jeunes à la fonction de diplômés à la fonction publique. Deuxième chose, il transforme le code des investissements qui fait rapporter à l'État du Cameroun pratiquement 50 milliards dès qu'il avait procédé à cette modification de ce code d'investissement. Il est allé en France et à son retour en 1983, il dit ceci: tous les militants de l'UPC qui se sont exilés du côté de la France n'ont plus besoin de l'eau d'entrer dans le maquis pour que chacun revienne, qui revienne au Cameroun. Oui. Donc voilà comment, à la fois, sont relancés le domaine des libertés publiques, le domaine justement de l'économie et même le domaine de la démocratie. Parce qu'on verra que entre 82 jusqu'en 86, voilà l'espace au cours duquel, moi je pense que le président de la République avait posé des actes forts pour l'État du Cameroun. On va poursuivre justement dans la suite, et je préfère saisir le bout par lequel vous avez chuté tout à l'heure sur le domaine des libertés, vous en avez parlé. Ça c'est bien sûr l'aspect politique justement de la gestion de notre pays sur le domaine des libertés. Christian Diok, beaucoup ont le sentiment effectivement aujourd'hui que ces propos du président de la République, Luzon et Somba les rappelaient fort opportunément tout à l'heure, les militants de l'UPC n'ont plus besoin de rentrer dans le maquis pour s'exprimer. Revenez au Cameroun et exprimez-vous. Ça, c'était entre 82 et 86, disaient donc Luzon et Somba. Mais simplement, on a le sentiment que depuis cette période-là, certains ont dit, avec le coup d'État manqué de 1984, effectivement, le président se serait recroquevillé et a justement opté pour un autre mode de gestion, ce qui donne le sentiment à certains aujourd'hui que les libertés publiques reculent dans notre pays en rupture totale avec les propos même et les promesses même du président de la République. Oui, en réalité, Michael, vous permettez quand même que je puisse également dire un mot, même si n'ayant pas vécu, n'est-ce pas, cette grande période. Mais je vais prendre, n'est-ce pas, la chute du docteur Isomba. Vous dites l'histoire, si on reprend seulement Gaïa, on peut prendre également Achille Bembe. Achille Bembe qui nous en dit autre chose, n'est-ce pas, dans la construction de l'État africain, et notamment l'État camerounais, nous montre comment cette transmission s'est faite, cette transmission de salon, en réalité. Mais l'histoire également nous enseigne que le marasme économique dans lequel, n'est-ce pas, nous sommes situés aujourd'hui, est l'œuvre du président de la République, parce qu'il n'a pas su négocier la prospérité économique de notre président Haïdjo. Nous parlerons du volet économique tout à l'heure. Nous parlerons du volet économique tout à l'heure. C'était pour en venir, oui, naturellement. Mais j'en viens justement au contexte. Il faut justement dire que quand il y a quelqu'un de nouveau, quand il y a un nouveau arrivant, forcément, toutes les populations ayant vécu sur l'air purement magistral, dictatorial, n'est-ce pas, le pouvoir impérial du président Haïdjo, le président Paul Biya, n'est-ce pas, se montrant un peu plus ouvert, il était normal qu'il y ait, n'est-ce pas, cet accueil. Parce qu'en réalité, un nouveau vent soufflait. Une nouvelle image, quelque chose de nouveau. Et si on reprend des propos des gens comme Maître Aliscom qui dit, en réalité, que la figure même du jeune président qui arrivait, du beau président, entre guillemets, qui arrivait, en réalité, faisait rêver. Donc du coup, toutes les sensibilités nationales se retrouvaient pour accueillir, n'est-ce pas, le nouveau président qui, en réalité, devait, n'est-ce pas, était en rupture avec ce qui s'est passé par le passé. D'accord. Maintenant, si on veut évaluer l'approche des libertés publiques de 90, où on en vient avec l'avènement de la démocratie, le multipartisme, et ainsi de suite, tout n'est pas que négatif. Tout n'est pas que négatif en réalité. Il y a quand même une certaine expression. Si on veut faire une étude comparative ici entre les deux régimes, il s'avère bel et bien qu'aujourd'hui même, on dit qu'on est dans un régime purement liberticide. Où voyez-vous, les populations font un peu de tout. Il y a quand même une certaine libéralité, la presse, la preuve en est. Libertinage, vous vouliez dire, pas liberticide. Oui, libertinage. Je voulais pas libertinage, pas liberticide. Oui, donc en fait, je voulais faire une comparaison entre la dimension liberticide d'avant et le libertinage qui est devenu après. Maintenant, pour dire, aujourd'hui quand même, on a l'expression
l'expression, on a l'impression, c'est quand même traduisible. On peut s'exprimer, on peut faire, mais l'aménagement des libertés doit être total. Parce que les libertés fondamentales, ce qui est attaché à la citoyenneté, c'est le droit de vote. C'est-à-dire ce droit fondamental qui doit être encadré lui-même, qui doit être régulé. Et cela à partir de quoi? À partir de la notion d'état de droit. Et une fois qu'on a un État qui ne se soumet pas lui-même aux libertés, c'est-à-dire aux règles, que ce soit même... En fait, ça produit généralement comme une image de quelque chose qui s'apparenterait à un État voyou. C'est un fait, les faits parlent d'eux-mêmes en réalité. On voit des actes qui sont posés par les administrateurs assujettis à l'ordre politique, c'est-à-dire au gouvernant. On a parfois des décisions où vous vous demandez bel et bien est-ce que cela relève, n'est-ce pas, ressortissent, ça du droit commun, c'est-à-dire du droit administratif. Vous demandez par exemple, notamment les droits les plus élémentaires, par exemple le droit de manifester, manifestation publique, le droit d'aller et venir. Je prends le cas aujourd'hui. Certains estimé, certains disent d'ailleurs à ce jour que nous avons reculé d'au moins 50 ans en comparant justement cette période là où le président Biya arrive. Et ces dernières années, à partir de 2016, on peut situer dans ce contexte, là où ces manifestations publiques dont vous parlez sont systématiquement interdites dans notre pays, ce qui est une atteinte à la démocratie et à la liberté de manifester, d'expression et bien d'autres. Oui, en réalité, là, je vais le dire sans embâche. On ne peut pas faire cette étude comparative entre les deux régimes en termes de liberté publique. Quand même, on sait bel et bien qu'avec M. Nous ne sommes pas dans le régime d'avant, mais on parle de cette période d'arrivée du président de la République où il y a certaines ouvertures dont vous parlez, dont nous sommes tous d'accord d'ailleurs sur ce plateau, mais après une sorte d'enfermement, de radicalisation par après. Quand il arrive même, Michael, en réalité, il y a une certaine ouverture, c'est-à-dire quoi? En fait, ici, c'est de façon symbolique. Parce que tout le monde y va, tout le monde accepte ce qui est. Parce qu'il y a un nouveau président qui est là. Tout le monde est prêt à accompagner la nouvelle vision. Maintenant, il faut dire que les libertés publiques au Cameroun, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'effort de différentes sensibilités nationales. Elles ont été quasiment arrachées. Il faut pas se le mentir. M. Biya n'a pas octroyé naturellement ces libertés aux gens. Je parle de 90, je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, du vieux Rabbi Bindi, qui eux, ils ont vécu cette étape. Les populations ont marché, les gens ont perdu de leur vie, n'est-ce pas, pour avoir cette liberté qu'on a aujourd'hui. Donc en réalité, on ne va pas dire ça, c'est-à-dire elles ont seulement arraché, il ne les a pas octroyées. Alani Rabbi Bindi, effectivement, au sujet de ces libertés-là, nous évoquons là ce qu'on peut appeler le volet politique, effectivement, de cette affaire sur la question de ces libertés acquises de haute lutte. Justement, on disait Christian Diop tout à l'heure. Est-ce que vous également, vous avez le sentiment? C'est par là que je vais démarrer. Oui, allez-y. Les libertés publiques, on dit acquises de haute lutte. Nous sommes tous des majeurs ici. Et il faut qu'on parle. Paul Biya arrive au pouvoir en 82. En 83, comme il a dit, il fait une première augmentation de salaire. En 84, il fait une deuxième. Il augmente des bourses, le montant des bourses et tout. Et il a exactement 17 mois, même pas, c'est-à-dire de novembre 82 à août 83, on fait un premier complot contre lui, qu'on démantèle. Et on continue en avril 84. On fait une tentative de putsch. Vous savez, je crois que c'est trop facile de parler des autres quand il s'agit des autres. Nous allons arriver. On lui fait une tentative de putsch. Il voit la mort apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient... Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Ahidjo part, il laisse tous les barons du régime. Parce que c'est ce que Mme Ahidjo tout ça raconte. Le ministre de la Défense reste Maïkano qui est en place, le délégué général de la gendarmerie nationale, Wadjiri, est en place, le secrétaire général du ministère des Forces armées reste en place, le commandant de la garde républicaine, Yaya, reste en place, le colonel Yaya. Donc, Biya ne bouge personne. Or, en 84, ces gens-là tentent de le tuer. Vous savez, quand il faut parler des autres, on a le monopole du cœur. Chacun d'entre nous veut avoir le monopole du cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se fait que toute l'équipe d'Ahidjo, ayant dit que le président du Conseil économique et social, tout le monde est encore en place. Bello Bouba est Premier ministre. On lui tente de l'assassiner. Alors, tout d'un coup, Biya... C'est à ce moment-là qu'il se renferme. Qui se renferme. Et il se renferme parce que toute l'équipe d'Ahidjo, tous ceux qui étaient formatés dans le même esprit qu'Ahidjo, sont en place. C'est eux qui lui disent, vous voyez, on vous a dit que ces gens-là ne sont pas faits pour être
traiter comme, tu veux les traiter comme des hommes. Et c'est important de voir ce qui s'est passé à Yaoundé. Ou bien a failli dire, bon, si c'est pour moi qu'on veut mettre le feu sur le Cameroun, je démissionne. N'eût été le colonel, l'autre qui est le général, qui est mort de Kribi. Hein? Non, pas Soleiman. Benaï. C'est lui qui l'enferme. Et je connais un monsieur qui était très ami au président de la République, qui n'est pas camerounais, qui était là, qui s'aime pas et qui lui a dit, si vous partez, nous on va nous tuer tous. Laissez-nous qu'on se batte, on nous tue tous, au lieu que vous partiez et nous on va rester nous tuer. Bon, quand nous sommes tous des hommes, c'est très amusant quand les gens parlent des autres. Moi j'ai 77 ans et je sais ce que c'est que la peur de la mort. Dès cet instant, Paul Biya s'est recroquevillé. Mais il a continué. On a arraché de haute lutte. On n'a pas pu arracher de haute lutte les libertés à Idjo. Personne n'a pu les arracher. Pourquoi vous croyez qu'on les a arrachés de haute lutte et que pour Aïdjo, qui a tué tout, qui a fait ceci, on ne les a jamais arrachés? Il y avait aussi déjà un esprit. Parce que quand Paul Biya écrit pour le libéralisme, il avait déjà un esprit un peu ouvert. Il faut qu'on le dise. Mais que les problèmes qu'il a eu en moins de 18 mois de pouvoir ont fait qu'il recule. Christian, oui, je voulais dire à la suite, n'est-ce pas, du doyen, qu'en réalité, oui, il y a un contexte. Vous avez parlé vous-même de libertinage. Oui, justement. Que c'est le libertinage qui existe aujourd'hui. Il y a une sorte de libertinage. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a évolution. Oui. En réalité, j'ai fait mes études comparatives entre les deux. Mais il y a des éléments qui, n'est-ce pas, structurent un peu cette liberté qu'on voit aujourd'hui. Il y a la question, par exemple, du vent d'Est. Il faut le dire, cela nous a été quasiment imposé. Le président n'y va pas parce qu'il voulait y aller. La preuve en est, vous-même, vous avez généralement dit que ces grands militants, quand le président a dit aux gens de se préparer à ça, ont généralement pris peur. Et il faut dire qu'il y a des citoyens dans ce pays qui ont lutté. Les Anissé Kane, les Henri Tekoué, et certains ont été emprisonnés pour en arriver où on est aujourd'hui. Donc en fait, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, oui, il y a un contexte peut-être international qui l'imposait, mais il y a des forces nationales qui ont amené quasiment le président à l'admettre lui-même. Ça n'a pas été Luzoy Somba, pour sortir sur cette question liée aux libertés publiques, effectivement, de quel côté vous situez-vous dans ce débat, effectivement, de ceux qui pensent, effectivement, qu'on a reculé, qu'on a énormément reculé, comparé justement à cette période d'arrivée du président de la République, en comparaison, je vais le dire, en comparaison justement à ces manifestations publiques qui sont systématiquement interdites, on le voit pour les partis politiques de l'opposition, en rappelant que le RDPC, lui, a manifesté aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire d'accession au pouvoir du président de la République. Pourtant, d'autres formations politiques, il y a 2 jours, ont été interdites totalement. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à cela? Peut-être pas de 50 ans, comme dit le doyen Rabier Bilzi. Oui, Michael, il faut dire que lorsque le président Paul Biya prête serment, il inscrit la présidence ou bien sa mission autour d'un triptyque qui sera contenu dans ce qu'on a appelé le renouveau. C'est-à-dire autour d'un triptyque, la justice, la liberté et la démocratie. Vous voyez, voilà 3 points fondamentaux sur lesquels le président dit il axe justement sa mission pour apporter de l'épanouissement aux populations, au peuple camerounais. Alors, dans le premier point sur la justice, moi je pense que c'est sur ces 3 piliers que nous devons essayer, nous devons rentrer en fond pour interroger leur opérationnalité. Parce que quand nous prenons la justice, on se rend compte que le président de la République, depuis son admission, son accession au pouvoir, a quand même réussi à créer des institutions judiciaires un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Oui. Il a, au vu justement des actions attentatoires à la fortune publique, il a créé le tribunal criminel spécial, qui était déjà créé, qui était en 1961, le 17 avril 1961 sur Aïdjo, parce que vous avez, Aïdjo s'était rendu compte qu'il y avait déjà des atteintes sur la fortune publique, et que les chefs... après et les chefs traditionnels recouvraient les impôts sans les reverser dans le trésor public. Il avait donc estimé que c'était suffisamment grave. Et la sanction qui était prévue, c'était, à l'époque là, c'était que
vous détournez 500 000, enfin, à hauteur de 500 000. Ça fait 20 ans de prison. Voilà, vous avez... Non, c'était même pas ça, pour grand frère. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une condamnation à vie avec travaux forcés. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Ahidjo a réussi à juguler et à encadrer la corruption, à faire, disons, à mettre des éléments palliatifs par rapport à la corruption. Détournement des publics plus. Et détournement des deniers publics. Voilà. Maintenant, en 2012, le président de la République lui-même, qui estime que tous les voleurs à col blanc rendront gorge, il met en place le tribunal criminel spécial. Mais ce qui est donc un peu marrant à ce niveau-là, c'est que la sanction n'est pas dissuasive. Puisqu'on dit, éventuellement, si vous restituez le corps du délit, on peut vous libérer. Oui. Vous voyez? Ça fait de sorte que, à partir de là, ça peut valablement inciter les voleurs à col blanc d'y continuer. Oui. Et je vais vous dire, je prenais la période de 1982 à 1986. Oui. Vous vous rappelez que de 86 maintenant, disons jusqu'à nos jours, peut-être jusqu'en 2016, vous vous rendez compte que lors d'une interview à la CRTV, en présence du journaliste Eric Tindier, voilà, qui lui avait dit, Monsieur le Président, il y a déjà des détournements des fonds publics, et le président lui a répondu, est-ce qu'il a des preuves? Et il a dit à Eric Tindier, il me suffit d'un coup de tête, et vous allez vous retrouver. Donc, c'est toujours des éléments de l'histoire pour dire que c'est à partir de là, M. Michael Kitcho, que le régime Biya a piqué du nez. Parce que depuis 1986, et quand on parle cette justice aujourd'hui, on y revient, les modalités d'accès sont compliquées. Vous avez vu, les décisions ne sont plus rendues dans un délai raisonnable. Or, vous savez, la justice, pendant que vous attendez très longtemps, sans qu'il y ait une décision qui tombe, ça fait de sorte que vous jetez une suspicion sur la justice. Maintenant, prenons le deuxième pilier qui rentre dans le triptyque, c'est la liberté. Oui. On se rend compte que le président de la République a essayé de mettre en place des instruments juridiques et même ratifier un certain nombre des instruments juridiques internationaux. Vous vous rendez compte qu'au plan au niveau du Cameroun, il avait mis en place au départ ce qu'on appelait un comité national des droits de l'homme et des libertés, par justement le décret de 90. Mais en 2004, il a voulu donc renforcer la protection et la promotion des libertés. Il a mis plutôt en place une commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Parce que, en termes organiques et même en termes matériels, la commission a plus de pouvoir qu'un comité. Oui. Voilà comment il réussit donc à partir de là. Ça, c'est la protection non juridictionnelle. Oui. Maintenant, la protection juridictionnelle, on voit qu'il y a le juge administratif, il y a le juge judiciaire qui était là, mais il parachève l'institution judiciaire par la mise en place du Conseil constitutionnel, oui, qui joue un rôle capital dans la protection des libertés publiques, surtout des libertés politiques. Oui. Maintenant, laissons ce point. On se rend compte que, sur le plan donc des libertés, et peut-être M. Njopla a évoqué tout à l'heure, il y a ceci que la manifestation, surtout les libertés dites collectives, oui, ont du mal à se mouvoir au Cameroun. Quand on prend les manifestations publiques, oui, on se rend évidemment compte que c'est à tête chercheuse. Et je vais vous indiquer que je venais de découvrir, en parcourant la loi de 1990-055 sur les réunions et les manifestations publiques, et en prenant le décret de 2008, le décret présidentiel de 2008, du 12 décembre 2008, qui fixe les attributions des autorités des circonscriptions administratives, je me suis rendu compte que la loi de 90, en son article 8 alinéa 2, dispose que les sous-préfets doivent interdire les manifestations par voie d'arrêté. Or, le décret de 2008 dit que le sous-préfet doit interdire les manifestations publiques par voie de décision. Et vous voyez donc que la décision ici est rangée dans ce que nous appelons les catégories d'actes administratifs. C'est-à-dire dans la hiérarchie des actes administratifs, vous avez le décret, oui, vous avez l'arrêté, et vous avez donc les circulaires parmi lesquels s'y intègrent donc les décisions. Oui. Vous voyez, oui. Et ça veut donc dire que sur le terrain de la pratique, les sous-préfets sont face à un dilemme cornélien. C'est-à-dire, s'ils interdisent l'administration par arrêté, ils violent le décret de 2008, qui dit qu'ils doivent agir par décision. S'ils agissent par décision, ils violent la loi de 1990. Maintenant, la hiérarchie des normes. La loi est supérieure à l'acte réglementaire. La loi est supérieure au décret. Je vous dis donc que sur le terrain de la pratique, voilà le problème qui se pose, puisqu'ils n'agissent que par décision. C'est-à-dire qu'ils n'interdisent pas par arrêté. Oui. Vous voyez, c'est ce que je dis donc, en réalité, les décisions d'interdiction des manifestations publiques peuvent de tout temps faire l'objet
des actes attaquables. Justement, parce qu'en réalité, voilà, parce qu'en réalité, le manifestant qui est éclairé peut, au niveau de ce désordre hiérarchique, de la normativité hiérarchique, peut justement attaquer. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, puisque vous saisissez l'autorité administrative de la déclaration des manifestations publiques, oui, il doit vous autoriser, puisque nous sommes dans un régime déclaratif, oui, il doit vous autoriser, et quand il vous autorise, et se rendant compte que cette autorisation peut déboucher sur un désordre, sur une menace à l'ordre public, il a le pouvoir de l'interdire par décision. Et maintenant, quand il interdit donc par décision, ça fait de sorte que si vous attaquez la décision devant le président du tribunal de grande instance, oui, les délais de réponse vont trouver que la décision a déjà bénéficié d'une présomption de légalité et cela bénéficie de ce qu'on appelle le principe du privilège du préalable. C'est-à-dire que dès que l'autorité administrative a pris une décision, celle-ci s'applique de droit, donc d'exécution immédiate. Donc voilà au niveau des libertés publiques, ce qui est d'ailleurs compliqué. Maintenant sur la démocratie, on va finir par là. Oui, rapidement. Voilà, sur la démocratie, je dois aussi vous avouer que aujourd'hui, la contestation, par exemple, sur la mise en place d'un nouveau code électoral me semble être une bonne chose. Parce que je prends un exemple simple. L'élection du président de la République, au niveau de l'article 6 alinéa 1, on vous dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct, à un tour. Il est rééligible. Vous voyez, on a levé le verrou de la limitation du mandat. Or, vous avez vu la sortie du sultan Momo Njoya, que j'ai d'ailleurs aimé lors du Grand Dialogue national, oui, qui avait estimé que... propose un mandat de 5 ans, de 5 ans, 2 fois. Scrutin majoritaire à 2 tours. Fois, oui, et je vais vous dire, il y a eu un gel sur ce scrutin. Et ce sont d'ailleurs, des appels de l'opposition depuis plusieurs années. Disons, ils sont pas pour sortir vraiment de ce volet sur la démocratie, le bulletin unique par exemple, le scrutin majoritaire à 2 tours, la limitation du mandat constitutionnel, la majorité électorale qui va revenir à 18 ans par exemple. Voilà plusieurs revendications de l'opposition qui sont portées depuis plusieurs années. Mais pourquoi on n'y arrive pas justement à l'année? S'il vous plaît. Oui. C'est dommage, je ne vous ai pas apporté le projet de constitution de 1996. Le projet, vous savez que pour qu'un projet de constitution aille à l'Assemblée nationale, qui était encore une assemblée un peu à majorité de RDPC, le professeur Owona, Mbombo Njoya a fait un jeu et que les Camerounais ne comprennent pas, ils sont tellement fiers, ce n'est pas de lui. Le projet de constitution de 1996 que Paul Biya a demandé à Owona de rédiger mettait bien 2 mandats de 5 ans. Mais quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, il faut que les Camerounais le sachent. Je peux vous amener le projet de constitution. Quand ça arrive à l'Assemblée nationale, l'opposition dit que comme il est déjà resté très longtemps, on ne doit plus lui donner 2 mandats de 5 ans. Ils disent on va faire un mandat de 1 an seulement, 7 ans, non renouvelable. Et c'est à ce moment que les militants du RDPC, c'est-à-dire les députés du RDPC, oui, passent pour dire non, puisque vous ne voulez pas qu'on donne deux mandats de 5 ans, donc on va donner un mandat de 7 ans renouvelable. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce que Mbombo Njoya vient de faire, et qui nous écoute, sait bien que c'est ça qui était. Et ce que Mbombo Njoya dit ne reflète que ce que Biya veut. Parce que, attention, rapidement, oui, les mandats renouvelables, 2 mandats de 5 ans, je me demande, je ne blasphème pas, si vous êtes sûr qu'après 2025, Paul Biya pourrait encore briguer 2 mandats de 5 ans. C'est-à-dire pour arriver au pouvoir. Non, mais Alani Rabibi dit la revendication ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais vous n'étiez pas né. Peut-être pour revenir. Non, vous n'étiez pas né, mais je vous apporte la Constitution. Je ne dis pas non. Nous ne contestons pas le projet de constitution de 1996, s'il vous plaît. On ne conteste pas ce que vous dites. Mais je dis simplement, je rappelle simplement à l'endroit de nos téléspectateurs que la revendication en question ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs formations politiques de l'opposition, notamment le SDF, a plusieurs fois demandé à ce qu'on revienne, par exemple, à un mandat de 5 ans. D'accord, nous avons compris. Nous avons compris. Mais la question. Qui n'ont pas su manager. Mais la question aujourd'hui, et je la pose à Christian Diop. Le but de chaque parti politique, c'est d'accaparer le pouvoir, de le confisquer le plus longtemps possible. Tout à fait. Et je renvoie la question justement à l'endroit de Christian Diop.
vous l'avez bien rappelé, peut-être que ce jeu dont vous avez parlé tout à l'heure a été fait et on n'a pas pu avoir la constitution telle qu'elle était voulue par le président de la République, mais simplement plusieurs autres formations politiques de l'opposition ont porté cette revendication depuis des années, au-delà du mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Il y a la question de la majorité électorale, du bulletin unique et bien d'autres questions qui ont été soulevées depuis de nombreuses années, mais le pouvoir semble sourd à ces revendications des partis politiques, des formations politiques de l'opposition sur cette nécessité réforme du code électoral au Cameroun. Oui, en réalité, Michael, vous permettez que je dise... Conséquence, on assiste aux contestations des élections systématiques au fil des années et autres. Oui, en réalité, avant de répondre à votre question, n'est-ce pas, je voulais dire à la du docteur Somba qu'en réalité, oui, dans ce triptyque, cela est sous-tendu sur 2 éléments conceptuels. C'est-à-dire ce qu'il a appelé rigueur et moralisation. Et la question de la justice, on va au-delà seulement de la juridicité des actes qui posent pour intégrer celle de la justice sociale, qui est le fondement en lui-même, n'est-ce pas, de toute action politique, c'est-à-dire des libertés. Maintenant, pour en revenir ici, ce que les partis politiques revendiquent tous deux, c'est pour parachever, parce que n'oublions pas que la démocratie, ici, n'est-ce pas, est un construit. C'est un construit, oui. En réalité. C'est une valeur. Et au rang de valeur de la démocratie, je vous ai dit que la valeur fondamentale de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est-à-dire des règles qui sont visibles. Et si on va dans la logique où la politique est un jeu, qu'il y a des règles du jeu dépendant du jeu des acteurs, c'est-à-dire il y a des règles qui doivent être claires. Et ça, c'est le minimum. Le docteur Somba disait ici que le Cameroun a ratifié des instruments internationaux, notamment la CADEC, la Charte africaine de la démocratie et la bonne gouvernance, au rang desquels l'élection à 2 tours. C'est-à-dire, si on a, il faut le dire, sans embâche, le président de la République viole, n'est-ce pas, les instruments internationaux qui nous sont ici imposables. En réalité, parce que si on n'intègre pas la notion d'élection à 2 tours, si on n'intègre pas la notion de majorité, comment dirais-je, le Cameroun est le seul pays au monde qui a 3 majorités. C'est-à-dire, on a la majorité pénale, 18 ans, la majorité électorale à 20 ans, la majorité civile à 21 ans. Vous imaginez bien qu'on peut vous permettre de vous marier, mais vous ne pouvez pas voter dans votre pays. En fait, ou on peut vous condamner, mais vous ne pouvez pas parler de votre pays. Bref, il faut dépasser ce genre de choses. C'est pour ça que nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous disons que cette époque est dépassée. N'attendons pas que ce soit ce régime actuel, en réalité, qui nous donne ce genre de choses. Il faut, c'est pour ça que nous avons, avec le mouvement 11 millions ici, de citoyens, nous avons mis en place ce qu'on appelle ici l'éducation publique politique populaire, à travers, n'est-ce pas, la socialisation, la politisation, l'appel massif des populations à s'inscrire sur les listes électorales, parce que ce n'est qu'au bout de là où on ira, n'est-ce pas, à changer les règles du jeu. C'est pour cela que nous on attend. On espère bel et bien que le président de la République va respecter les règles telles que la Constitution lui permet, telles que les lois lui permettent, parce que l'élection est censée avoir lieu dans quelques jours, où nous allons aller aux élections pour changer, n'est-ce pas, ces lois qui nous en imposent. Comment en 2020, quasiment au Cameroun, on a encore une élection à 1 tour. Et pour l'histoire aussi, il faut dire que l'article 6, alinéa 2 de la Constitution dont parlait le docteur Somba, comment dirais-je, c'est même le socle à partir duquel tous, n'est-ce pas, les acteurs, n'est-ce pas, de 96 se sont entendus. C'est-à-dire, après, n'est-ce pas, les dimensions chrysogènes de 92. C'est-à-dire, en 96, c'était ça l'article 6, alinéa 2. Et le président de la République a violé cet article 6, alinéa 2, en amendant la Constitution en 2008. C'est que vous avez naturellement vu les soulèvements populaires, les morts et tout ce qui est allé. Donc le président de la République même, il ne veut pas accepter ça que le doyen Anaï Rabir nous fasse croire que le président de la République c'est ce qu'il veut, mais en retour qu'il fasse le contraire. S'il voulait ceci, quand même, à 80 ans, il n'aurait pas modifié la Constitution pour se représenter pour un autre mandat. Alors, je suis d'accord. Vraiment un mot très rapidement. On va passer au volet économique. Je suis d'accord. Je dis que la Constitution de 96 n'a pas été violée par le président au départ. On l'a compris, vous l'avez déjà suffisamment dit. Il vient de le répéter. La deuxième chose, je vais vous poser une question. Hormis la France, dans les grandes démocraties, vous connaissez un pays qui a eu une élection à 2 tours? Le Bénin. Je dis dans les grandes démocraties. Oui. Mais on va pas. Non, il n'y a pas, on ne va pas. Parce que les gens. On va pas rester sûr. Non, on doit y rester parce que les gens disent. Ils viennent de dire, sauf dans le monde, il n'y a que le Cameroun qui a une élection en 2 tours. Attendez. Il y a une élection en 2 tours. Moi, c'est ce que j'ai dit, hormis la France, c'est vous connaissez. Mais si on prend la France comme notre exemple, si on prend la France comme notre exemple, pourquoi ne pas en prendre cet exemple? Si la France est considérée comme le pays des droits de l'homme. Non, on n'est pas obligé de prendre. Si on prend la France en exemple, les autres revendications, les grandes démocraties. Et les autres revendications, qu'est-ce que vous en faites, un pays français, un pays hormis la France,
qu'il y a une élection à 2 tours. Parce que la France est un pays où le tripatriage se fait. Une élection à 2 tours, c'est ceci. Non, ça veut dire... Ouais. Non, aux États-Unis, le mécanisme aux États-Unis, l'élection indirecte est un élément de l'élection à 2 tours. Le Japon, l'Allemagne, l'Inde, c'est-à-dire les grandes démocraties. Il y a les grands électeurs. Mais le système indirect, c'est-à-dire, ça permet quand même de sélectionner à la base et y arriver. C'est-à-dire, c'est traduisible l'histoire d'une élection. On tamise quand même à la base pour y arriver. C'est une sorte de deuxième tour. Non, au Japon, il n'y a pas de deuxième tour. En Inde, il n'y a pas de deuxième tour. En Allemagne, il n'y a pas de... ne sont pas C'est pas les grandes démocraties? Non. Ah, mais c'est grave. On va passer sur la question. Sur la question, ils ont tenu parce qu'il faut tripatouiller. C'est-à-dire, on arrive au deuxième tour où je vais voir quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées politiques que moi. Je lui dis, je vais vous donner un poste de ministre. Amenez-moi vos électeurs. Ces électeurs-là qui ont voté contre lui. Ça permet de légitimer une élection. On va sortir de cette question. Anani, on va sortir sur cette question. J'allais justement poser la question de savoir, mais malheureusement on n'a plus de temps pour que je vous les pose, de savoir qu'est-ce que vous faites des autres revendications au-delà de ces élections à 2 tours. Qu'est-ce que vous faites des autres revendications? Non, mais il y en a plusieurs. Mais les revendications, même l'élection à 2 tours. De l'opposition dont nous parlions tout à l'heure, peut-être ce n'est pas le plus important, l'élection à 2 tours, mais il y en a beaucoup d'autres revendications. On va passer à autre chose, vraiment, on n'aura pas beaucoup de temps pour continuer de débattre sur cette question. On va passer, Luison et Sombazou disait, à la situation économique. Vous avez évoqué, Christian, peut-être, le marasme économique tout à l'heure. Vous avez parlé justement de la question de détournement de deniers publics dans notre pays, mais dans les propos du président Aïe Djoko, on disait tout à l'heure, il parle d'une économie en expansion, un pays prospère, et justement, tous s'accordent parfois à dire que le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires. Alors beaucoup de nombreuses personnes s'accordent à le dire, était un pays à revenus intermédiaires, effectivement, c'est-à-dire non loin de ce qu'on peut appeler pays développé, mais des années après on est passé à PPTE, pays pauvre très endetté, et bien d'autres, et la situation économique ne semble pas très réluisante. Aujourd'hui on peine à atteindre un taux de croissance à 2 chiffres, et autres, le produit intérieur brut toujours aussi bas. Tous les classements internationaux, de nombreux classements internationaux, pour ne pas dire tous, de nombreux classements internationaux classent le Cameroun parfois très bas, au bas de l'échelle, en termes d'économie, de performance économique dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est justement passé de cette période-là à aujourd'hui? Non, Michael, je dois tout simplement vous dire sans embâche que l'économie camerounaise est en mauvaise santé. Très mauvaise santé tout simplement parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la corruption est devenue endémique et c'est la corruption qui tue justement toutes ces entreprises en matière d'économie. Je vais vous prendre un exemple simple. C'est-à-dire que... je vous coupe pas, faisons la différence entre la corruption et le détournement de deniers publics. Non, la corruption, justement... Les Nations Unies classent tout ça dans la corruption. Dans la corruption, c'est-à-dire qu'une corruption peut être active ou passive. C'est un peu particulier, Mais bon, cette corruption peut déboucher justement aussi sur les détournements des deniers publics. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pourquoi est-ce que notre économie est en mauvaise santé? Tout simplement parce que le laxisme de l'administration s'est laissé faire et surtout l'impunité. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur Michael Kicho, c'est ce caillou aujourd'hui qui est dans le pied économique de notre pays, c'est-à-dire que l'impunité, si le président de la République, tel il les avait annoncés dans les discours. Rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation. Ouais, parce que la moralisation. Mais il aurait beaucoup s'accordent à dire justement que ce sont ces militants et grands militants du RDPC qui sont en célébration aujourd'hui, qui sont des grands détourneurs, qui ont mis l'économie du Cameroun à genoux. Non, ce qu'il va falloir indiquer, monsieur Kicho, c'est simplement dire aussi aux Camerounais que la présidence sous Paul Biya n'est pas une présidence sans turbulence. Ça s'est toujours passé dans des turbulences. Vous voyez que il est trahi par ses fidèles collaborateurs. Regardez aujourd'hui, quand on jette un regard synoptique en prison, regardez qui sont en prison. C'est des gens à qui le président fait totalement et aveuglement confiance. Aujourd'hui, qui ont posé des actes de prévarication sur la fonction publique au point où on est incapable aujourd'hui de remonter, comme vous l'avez dit, dans notre PIB. Oui. Ça devient extrêmement compliqué. Donc moi, je dis tout simplement une chose, c'est que notre économie pique du nez, tout simplement parce qu'au départ, il y a eu ce laxisme et ce degré d'impunité qui a mené les gens à croire qu'ils pouvaient aisément voler et se retrouver justement impunis. Or,
je faisais la comparaison tout à l'heure entre 61 et 2012 au niveau des sanctions, parce que c'est la sanction qui est dissuasive. Dans les deux tribunaux criminels spéciaux. Voilà, je vais vous dire une chose. Écoutez, le Camerounais de 2012, il va vous voler les milliards. Parce qu'au moment venu, il peut rembourser le corps du délit et recouvrer la liberté. Et vous savez, là, nous sommes dans le principe voleur, pilleur, voleur, c'est-à-dire que voleur, pilleur et payeur. Parce que dès que vous avez remboursé cela, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous recouvrez la liberté, si vous avez pris 50 milliards dans les caisses de l'État et que vous les faites fructifier dans une banque, durant le procès, 5 ans plus tard, vous niez et à la 10e année, vous passez aux aveux complets. Vous remboursez le corps du délit. Imaginez-vous ce que cet argent aurait pu produire dans les banques. Donc, moi je dis tout simplement que notre économie, et surtout qu'il n'y a pas eu une politique qui consiste à penser à la création des entreprises. Regardez aujourd'hui les frustrations qui naissent à Saint-Mélima. Ce sont des frustrations, c'est de la pauvreté. Le climat des affaires, vous avez vu, pas très favorable. monsieur Alabi Yomdi, moi j'ai été étonné de savoir que une fois que les boutiques étaient défenestrées, mais les gens sautaient sur les sacs de riz, sur les bouts de pain, sur les boîtes de sardines. Ça traduit donc un malaise généralisé. On parlera du volet social. Pour donc dire que, en réalité, notre économie pique du nez, tout simplement parce qu'il y a trop de lacisme et trop d'intolérance administrative. Sur le volet économique, justement, le climat des affaires également tant décrié par des institutions internationales. Le FMI, la Banque mondiale également. Nous sommes encore au pied du Fonds monétaire international aujourd'hui pour pouvoir financer la Banque mondiale encore qui nous octroie des aides également au Cameroun. Pourtant, beaucoup ont dit qu'on pouvait s'en passer. La signature des accords de partenariat économique, très décriée par certains économistes sur la place locale, qui parlent justement des accords très défavorables pour le Cameroun et bien d'autres. Est-ce qu'avec cela, justement, on peut espérer avoir cette économie que décrivait le président Ahidjo en 1982 quand il partait? Non, d'entrée, ça dit, moi je n'y crois plus à ce régime. En réalité, je ne fais pas la politique politicienne, mais la réalité est celle-là. Parce que les choix économiques, n'est-ce pas, de ce gouvernement nous laissent à désirer. Parce qu'on ne voit pas d'embellie. Pour un pays aujourd'hui qui peine, n'est-ce pas, à payer, ne serait-ce que ses fonctionnaires, vous imaginez bel et bien où on se trouve. C'est-à-dire, à tout moment, ça peut, n'est-ce pas, dériver au rouge. Donc, en réalité, les choix économiques qui sont les nôtres ne sont pas visibles, ne sont pas perspectives. Donc, on ne s'attend pas à une économie compétitive. En réalité, on a échoué. Le président de la République, sur ce plan, a échoué sur toute la ligne. Si sur les autres aspects, quand même, en termes de liberté et de démocratie, il y a quelque chose de visible sur l'aspect économique. Vraiment, je crois qu'il est temps, en réalité, qu'on laisse l'opportunité à d'autres acteurs de pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons nous inquiète. Parce qu'à tout moment, on peut, n'est-ce pas, chuter. Et c'est pour ça que nous... Docteur Soba, laissez-moi aller au bout. Oui, les faits parlent d'eux-mêmes. Je vous ai montré les éléments. Si un pays qui va à la Banque mondiale pour payer ses salaires, si vous pouvez emprunter de l'argent pour payer votre salaire, imaginez un peu ce que c'est. Ça, c'est la catastrophe qui puisse exister en termes de management, en termes de prévision. On a un régime, en réalité, qui n'a pas une vision stratégique en termes de projection de la chose. Parce que si on se retrouve dans ça, parce que parfois, on voit quelques petits trucs qui sont faits ça et là, et on va embrasser tout à la fois. C'est là où on se demande, on s'interroge sur les choix économiques, n'est-ce pas, de ces régimes. Il n'y a pas une traçabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont quand même mis en place ce qu'on appelle le DSE, mais dans l'applicabilité, entre 2020 et 2025, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit absolument rien. Il n'y a pas d'embellie, Dr Soba. La question des salaires fictifs et tout qui va avec, c'est la malgouvernance et tout ce qui va avec. Ouais. C'est un pays, en réalité, où il y a eu échec. Et aujourd'hui, notre grand-père qui a étudié n'a plus, n'est-ce pas, des capacités à pouvoir contrôler la chose. C'est pour ça que nous, on a dit au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, on a proposé quelque chose qu'on a appelé Point Cameroun qui protège et qui libère les énergies, c'est-à-dire la protection économique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire des valeurs reposées. Notre pilier, aujourd'hui, notre économie repose sur quoi? Connaissez-vous les piliers à partir desquels repose notre économie? Non. Il n'y a aucun système, Alani, je vous le demande, s'il vous plaît, donnez 30 secondes de la vision pour dire ce qu'il voulait dire tout à l'heure, je vous redonne la parole. On vous rattrapera cela sur votre temps de parole. Non, justement, 30 secondes pour quand même dire au petit frère Job qu'il n'est pas fonctionnel. Je ne sais pas s'il l'est, il l'est, parce que s'il y a une chose que le gouvernement est en train de réussir, et même depuis cette crise, c'est le paiement des salaires à temps. Moi, je suis enseignant d'université et je me demande même pas à quelle alchimie... Il n'a pas parlé de retard. Il a dit, il va à la Banque mondiale. Il n'a pas parlé de retard. Il a dit, il va à la Banque mondiale. Ce sont des faits. Quand le ministre de l'économie, Motazen n'a cessé de le dire. Il a dit lui-même, la question des... Aujourd'hui, nous sommes endettés à chaque fois. Quand on le fait, les faits sont là. Pour votre précision faite,
je fais juste Je passe la parole quand tu me mettes la parole à Anani Rabié sur ce volet économique. Anani, sur le volet économique, oui. je crois que vous allez bondir de vos sièges. Parce que tout ce que M. Ahidjo a dit n'est pas véritable, c'est pas de bonne foi. Vous allez permettre que je vous explique. Rapidement, s'il vous plaît. On a beaucoup de je temps. ne peux pas. Ils ont parlé. On en a parlé. On a encore au moins 2 points à toucher. Le président Ahidjo a dit est faux. Parce que tout ce qu'il a dit est faux. Non, en matière économique, que je allez. laisse un pays prospère et tout, c'est faux. Parce qu'en 1970, on crée un grand ministère de l'économie et du plan confié à Youssouf Daouda. Et la SNI, on met à la tête Amadou Bello, c'est-à-dire la société qui doit financer l'économie, l'industrialisation du Cameroun. Les deux personnes ont quelque chose en commun. Ils sont courageux, travailleurs, mais ça ne rime pas avec compétence. En 71, quand Elf revient au Cameroun, après en être parti en 55, ils ont fermé tous les trous de pétrole qu'ils ont retrouvés. On impose à Ahidjo de faire exécuter Wandié pour redonner les gages aux investisseurs, ce qu'il fait. Donc quand ils reviennent, Elf en tête, il annonce tout de suite qu'il y a beaucoup de pétrole au Cameroun parce qu'il connaît les trous. Et donc, dès cet instant, le Cameroun devient crédible. Et Bello et Youssoufa se lancent dans des prêts. Je donne rapidement. Vous connaissez la Cellucam. On a emprunté 75 milliards de francs CFA. On devait rembourser avec 13 ans de différé et pendant 25 ans. Or, le jour où on ouvre Cellucam en 78, on découvre que l'usine, les études ont été mal faites, on la referme. Mais il y a 75 milliards qu'il faut payer. Et comme on va payer ça avec déjà la dévaluation qui arrive en 92, on doit rembourser 150 milliards. La même chose c'est pour Sokami. Bon. Et en 80, c'est Ahidjo qui fait asseoir le directeur de banque. Il y a un qui est encore vivant, il s'appelle Koula. Il leur dit, parce qu'on lui a dit que les banques sont déjà par terre. Parce que de 73, dès qu'on a camerounisé les banques, les gens ont commencé à piller. Jusqu'en 80, on lui dit ça. Il est réuni. Koula Edouard est le dernier de la série. Il était à la SCB. Paul Biya est le Premier ministre. Il leur dit, même si je vous ai recommandé des personnes, il était de bon train pour vous d'étudier les dossiers. Parce que les gars ont donné des garanties fausses, des hypothèques fausses, les banques étant déjà pillées en 80. Et il y a toutes ces sociétés, Sokame, Semery, tout ça, dont les études ont été mal faites et qui sont fermées avant d'avoir démarré. Et quand Ahidjo part en 82, quand il dit je laisse une économie prospère, on n'a pas encore commencé à rembourser les dettes qu'on va commencer à rembourser à partir de 87. Par l'argent de quoi? Les sociétés qui devaient sortir cet argent sont toutes fermées parce qu'elles avaient été mal étudiées. Donc maintenant, Ahidjo, quand il dit j'ai laissé une économie prospère, Paul Biya ne peut pas lui dire non parce qu'il laisse le pouvoir à Paul Biya. Et par décence, Paul Biya ne peut pas lui dire que ce n'est pas ça. Et deuxièmement, le travail, la direction d'un pays, c'est un travail de continuité. On ne peut pas commencer à dire tel a fait plus, tel a fait. Je dis que ce qu'Ahidjo a dit, on avait déjà à peu près 1000 milliards de dettes qu'on devait commencer à rembourser à partir de 87. Et c'est à cette époque que nous nous retrouvons au FMI pour renégocier les dettes pour la première fois. D'accord, on a compris, Anani, et on va évoquer encore le dernier volet de ce discours, même si vous estimez qu'il est totalement faux. Non. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. C'est encore le cas aujourd'hui, un peuple uni. Vous voyez ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça, c'est pour embrayer sur la situation sécuritaire du pays. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, une partie de l'est du pays avec des velléités venant de la République centrafricaine et bien d'autres. La situation sécuritaire du Cameroun fait peur aujourd'hui, disons ensemble. Oui, justement, je l'indiquais tout à l'heure. Aller rapidement parce que. Oui, je l'indiquais tout à l'heure avec force pour dire que la présidence du président de la République n'a toujours pas été facile, ne s'est toujours pas faite sans zone de turbulence. Vous voyez aujourd'hui, cette question sécuritaire, cette crise au Nozo est en train véritablement de plomber l'État du Cameroun parce que toutes les énergies, en termes d'énergie financière, en termes d'énergie humaine, tout cela va de ce côté-là pour essayer de résoudre le problème. Et je dois vous avouer que cette crise aujourd'hui, moi je la trouve bien parce qu'en réalité, elle va permettre à l'État du Cameroun de penser à une refondation de notre État. Elle va permettre justement de rentrer dans des volets
où il faut justement juguler cette question de montée en puissance de phénomènes identitaires. Vous avez vu ce qui s'est passé à Samilima, vous avez vu ce qui s'est passé au Bala, ce qui s'est passé à Ebolova, donc à Douala. Donc on pense que si ces questions-là ne sont pas réglées, c'est pourquoi je disais sur une autre chaîne, je disais qu'il faudrait créer rapidement une loi sur justement les velléités identitaires. Parce qu'on se rend compte que nous sommes à l'ère de la construction de notre unité. Et que notre vivre ensemble, c'est ce qui fait la force, ou du moins notre syncrétisme culturel. Parce que vous avez l'anglais, vous avez le français, le Cameroun, deux langues officielles qui font aujourd'hui notre beauté, qui font aujourd'hui l'image de marque de notre pays. Ça fait de sorte que notre vivre ensemble est en train de piétiner. Donc, il faudrait que des efforts soient mis et que les gens comprennent que les Camerounais sont dans une république. Chacun est libre de s'établir sur une partie du territoire camerounais comme bon lui semble. Chacun est libre d'aller et venir. Et je crois que le juge administratif camerounais, dans l'affaire Obama-Teme Joseph, a dit ceci, que le citoyen camerounais est libre de s'établir sur le territoire parce que le préfet du département d'Item avait interdit au pasteur Obama-Teme de séjourner et de paraître au département d'Item. Et le juge lui a rappelé que non, tu ne peux pas interdire à un Camerounais de ne pas séjourner ou de paraître. C'est-à-dire que tu portes atteinte à sa liberté d'établissement sur son territoire et à sa liberté d'aller et venir. D'accord. On va évoquer le volet social, ce sera le dernier. Et vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Louison et Somba, cette question de Samilima, ce qui s'y est passé, des boutiques cassées, pillées, et vous l'avez rappelé, vous l'avez dit, et on l'a également vu sur le terrain, des personnes qui se servaient de sardines, de riz et bien d'autres qui supposent une situation justement sociale un peu difficile pour l'ensemble des Camerounais. On est encore à chercher à avoir de l'eau potable à l'extrême nord du Cameroun. C'est pratiquement compliqué dans certaines localités, avoir de l'eau, de l'énergie électrique qui est encore une quête permanente au Cameroun aujourd'hui en 2019. Est-ce que vous comprenez justement cette situation? Est-ce qu'on peut appeler cela un autre échec du renouveau aujourd'hui? Oui, Michael, vous n'attendez pas de moi que je puisse, n'est-ce pas, dire ce genre de choses. N'est-ce pas, cette tension communautaire dont on observe ici, n'est-ce pas, sont l'œuvre de l'inconséquence, n'est-ce pas, de ce régime en place, de la malgouvernance. C'est-à-dire, ce régime qui n'a pas su, n'est-ce pas, encadrer identité et diversité, n'est-ce pas, qui forme en réalité, et même citoyenneté, qui forme notre socle identité en réalité. Donc, chaque jour, et cela va grandissant, chaque jour, on voit des tensions. Vous n'avez qu'à voir, en plein Douala, non loin d'ici, à quelques mètres d'ici, à Nebel. Il y a eu quelques jours, on a vu ce slogan populaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'État, le gouvernement, on peut parler du gouvernement, qui ne rassure plus. C'est-à-dire qui ne sécure plus les populations. Il y a une poignée d'individus qui se servent et d'autres qui se meurent. En insécurité. Effectivement, c'est là où j'ai parlé au départ. J'ai parlé de la question de la justice sociale. Les gens se sentent, il y a absence d'équité, absence d'égalité. Donc il n'y a que des inégalités en réalité qui jonchent le quotidien des Camerounais. C'est pour ça que nous on a dit dans une certaine mesure, pour rattraper, n'est-ce pas, cette dimension culturelle et autres, qu'il fallait, n'est-ce pas, protéger les citoyens sur tous les aspects. Et vous savez, le docteur Somba a parlé quelque chose, la question de repenser l'État. Oui, aujourd'hui, il faut repenser l'État camerounais. C'est-à-dire, il faut un nouveau contrat social. Quel est l'État que nous voulons au Cameroun? Quel est l'État qui prend en compte, n'est-ce pas, notre diversité culturelle, notre réalité anthropologique et tout ce qui va avec? C'est ce que Kaba Libi a appelé le fédéralisme communautaire. En réalité, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui pour que les entités se sentent concernées, impliquées, n'est-ce pas, dans la prise en compte des réalités sociales, de leur richesse. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est observable, c'est qu'il y a une clique d'individus qui monopolisent tout et la grande majorité, n'est-ce pas, vit dans l'extrême pauvreté. Et c'est dommage quasiment en 2020 au Cameroun, qu'on soit encore dans ces conditions, avec toutes les richesses. Le Cameroun est quand même, voilà, les mots me manquent. C'est pour ça qu'on parle du Cameroun en miniature, pour dire, il y a tout au Cameroun. L'Afrique en miniature, il y a tout au Cameroun, mais il nous manque une seule chose. Qu'est-ce qui nous manque pour le leadership, le président de la République? C'est-à-dire qu'il nous manque, n'est-ce pas, de mettre de côté ces régimes en place pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'en réalité, ils sont arrivés à bout. Ils n'y peuvent plus, docteur. C'est terminé. On a besoin des énergies nouvelles. Il faut renouveler, n'est-ce pas, l'ordre politique. Henri Rabé-Vigny semble ne pas être d'accord avec vous. Mais cependant, est-ce que vous comprenez, Anani, cette pleurs des populations? Là, vous avez certainement écouté l'histoire de ces petits enfants qui sont allés chercher de l'eau potable à Marois
il y a pratiquement 8 mois maintenant et qui sont malheureusement décédés dans une fosse parce que cherchant à se trouver un peu d'eau. La question de l'eau potable, le choléra et autres qui tuent, qui fait de nombreux morts à l'extrême nord du Cameroun et bien d'autres localités du Cameroun ne sont pas exemples de la question. La question d'accès à l'énergie électrique, par exemple, des gens qui peinent à manger, qui vivent à moins de $1 par jour et bien d'autres. La situation justement semble compliquée pour bon nombre de Camerounais. Est-ce que vous comprenez les pleurs de ces Camerounais, les cris de ces Absolument. Camerounais? Moi, je n'ai pas le monopole du cœur, mais je suis aussi peiné que vous. Mais mon problème avec les Camerounais, c'est que nous effleurons les problèmes. Nous les voyons comme ça, mais nous n'allons jamais au fond. On a dit les gens qui sont morts partis, mais on a vu, je sais pas, en 1900 et quelques, dans les années 90, des gens qui garaient des Mercedes et qui allaient prendre le pétrole frelaté qui coulait ensemble. Et ils sont morts. Vous voyez quelqu'un qui a une Mercedes, mais qui ne peut pas, qui veut pas mettre du carburant, il préfère aller prendre. Il y a que nous sommes dans une situation grave. Bon, une situation, on va appeler cela une... Non, c'est isolé quand même. On ne peut pas faire de cela. Mais non, c'est toujours, on voit ça tout le temps. Vous voulez tendre ça à tous les Camerounais? Oui, c'est-à-dire que nous sommes comme ça. Nous sommes dans une situation, le Cameroun a des problèmes, une crise sociale grave. Je reconnais avec vous. Mais je dis que notre problème, c'est que nous sommes la 4. Personne ne veut essayer de fouiller au fond. Il y a une mentalité qui est camerounaise, parce que tous ceux qui volent ne sont pas ceux qui ont faim. Il y en a il y a donc quelqu'un qui est là pour encadrer, pour jubiler. Laissez-moi, monsieur Diop, parler, jubiler. Le jour où Cabral Libye arrivera au pouvoir, ça ne serait pas ça, ce serait différent. Le jour où Cabral sera au pouvoir, ce serait différent. C'est ceux qui n'y sont pas font toujours mieux. Mais je veux dire que notre problème est celui-là. Monsieur Ndjok qui parle ici, c'est que là où ils sont, dans son village, dans son parti, il y a des gens qui sont comme ça. Le problème est que le régime a des problèmes, une situation économique très grave. Mais ce n'est pas en fustigeant ceci, en venant faire de la politique politicienne devant les caméras de télévision qu'on va régler les problèmes. D'accord. On a compris, Anani, et je vous pose une seule question, je voudrais que vous me répondiez du tic au tac, et tout ceci, c'est imputé à qui? Le président de la République? C'est imputé au président de la République. Oui, c'est ce que vous voulez. C'est imputé au président de la République. Vous pouvez dire non. Je ne dis pas non, c'est imputé au président de la République, mais aucun président de la République ne dirige jamais seul. D'accord. Christian Diop, on ne célèbre pas le 24 mars aujourd'hui, c'est pas la fête du RDPC, c'est l'anniversaire de l'accession du président de la République au pouvoir. Vous, au PCRN, comment est-ce que vous célébrez ça? En un mot, rapidement, vraiment. Non, en réalité, c'est un jour de deuil national où on interroge un peu ce qu'on a vécu. De deuil national. Pour dire, on est en train d'envisager deux périodes. C'est pas un peu fort, Christian? Non, en un mot, il voulait dire ceci. Il voulait pas une métaphore. Oui, rapidement. Pour être plus sérieux, pour dire, n'est-ce pas, en réalité, c'est un jour où on pense notre devenir. Aujourd'hui, on est en train de voir comment Cabral Libye prendra les choses dans les jours à venir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut corriger en réalité les échecs. Michael, vous avez entendu. Faites tout pour Cabral Libye. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition du débrief de l'actu. Merci, messieurs, d'être venus. Le temps est rapidement passé. Et merci d'avoir suivi cette autre édition du débrief de l'actu. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.